Oui, alors on remarque malgré tout que, malgré ça, on a vraiment, les pour et les contre, hein. Je pense spécifiquement au lait et spécifiquement au gluten et pourtant les études sont là et c'est vrai que, aller lire des études, c'est quasi un boulot à temps plein. Je veux dire que faut Tout à fait. ça demande beaucoup de temps et inévitablement de l'énergie, en tout cas dans la compréhension. Et justement, ouais, je voulais parler, pour une dernière question, heu, savoir ce que tu penses des contradictions des résultats, par rapport aux études sur le Covid-19. Alors, disons, les études sur le Covid-19 ou même le débat, la polémique Mmh. sur le Covid-19 et surtout sur le traitement du Covid-19 ou les traitements supposés, ça a apporté au débat scientifique quelque chose de très intéressant, puisque d'un côté, on a eu des scientifiques, donc des spécialistes dans la recherche fondamentale ou même dans la recherche clinique, mais qui sont uniquement des scientifiques, voire même d'autres personnes qui viennent s'intégrer ou se rajouter au débat, malgré qu'ils ne sont pas des spécialistes de la question. Et puis, on a de l'autre côté des cliniciens. Des cliniciens, bien entendu, qui font aussi de la recherche, mais qui sont des cliniciens avant tout des médecins. Et donc, ça a apporté quelque chose de très intéressant donc, à ce débat sur le Covid-19, mais surtout aussi à la méthodologie de la recherche, puisque si, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà suivi un petit peu l'actualité, sur ces polémiques-là. Vous avez d'un côté le professeur Raoult avec l'équipe de Marseille qui disent que les essais cliniques, on ne peut pas les appliquer dans de telles conditions. Donc les essais cliniques, du moins par les critères définis par l'industrie pharmaceutique, parce que c'est l'industrie pharmaceutique qui a mis au point donc toutes ces informations et toute cette classification, ce qu'on appelle le Based Evidence Medicine ou la médecine par la preuve. Donc, c'est une méthodologie qui a été mise en place au départ par l'industrie pharmaceutique pour pouvoir tester des médicaments. Alors, c'est une méthodologie très solide qui donne des résultats très, très intéressants en termes de preuves scientifiques, mais qu'on ne peut pas appliquer tout le temps, dans toutes les conditions, et notamment dans l'exemple du Covid-19, de la pandémie Covid-19, ben, on a une nouvelle maladie ou un nouveau virus qui apparaît, dont on n'a pas du tout, ou très peu en tout cas, d'informations. On n'a pas de traitement ni de vaccin, rien du tout. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Est-ce qu'on doit, c'est une question d'éthique médicale aussi, hein, une question méthodologique de fond. Est-ce qu'on doit prendre un groupe de patients malades et sur lesquels on va tester le traitement potentiel, en l'occurrence ici par exemple la chloroquine ou chloroquine, azithromycine, et puis les autres, on leur donne rien du tout, ou alors qu'est-ce qu'on leur donne à ce moment-là? Puisqu'on sait uniquement qu'il n'y a que la chloroquine ou ce traitement-là qui pourrait fonctionner. Donc, on donne à un groupe expérimental donc ce traitement qui pourrait fonctionner potentiellement et les autres, on ne leur donne rien. Et puis, on teste et on attend les résultats, etc., etc., etc. Est-ce qu'on devrait faire ça? Et à ce moment-là, on a des résultats où les résultats peuvent être très bien négatifs, hein. Ça peut être, OK, la chloroquine ne fonctionne pas. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On traite tout le monde, on soigne tout le monde, et puis on fait une étude comme ça, sans groupe contrôle. Sans contrôle, ni par placebo, ni par traitement de référence, puisqu'il n'y a pas de traitement de référence. Et traiter ou soigner certains patients et de laisser d'autres peut-être crever. Et donc, ça a donné, en fait, je ne dis pas qu'il faut se positionner de ce côté-là ou de ce côté-là, mais ça donne à réfléchir. Donc, ça donne à réfléchir sur les critères méthodologiques connus et classiques de l'evidence-based medicine. Donc, ça, c'est ce que ça a rajouté comme information et surtout comme débat de fond par rapport à la méthodologie de la recherche. Et donc, dans ces cas-là, en tout cas, dans ces cas-là,
si quelqu'un est un thérapeute, un soignant, un médecin, même s'il fait de la recherche, il ne pourra pas ne pas soigner les patients sous prétexte de tester un traitement. Et de l'autre côté, s'il s'agit d'un scientifique qui ne fait pas, de la clinique, qui ne soigne pas, à ce moment-là, ça dépend. Il pourrait se dire, OK, ça manque de fiabilité, ça manque de précision. En fait, le tout, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Et bon, reste à savoir si ça pourrait être possible. Donc voilà un petit peu sur le plan méthodologique, ça laisse un petit peu à réfléchir dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire et comment qu'on peut se comporter dans ce genre de situation. Et bien entendu, sans parler de tout ce qui est après, lorsqu'on est face à une maladie où on n'a pas de traitement, donc entre guillemets médicamenteux, on n'a pas de vaccin, on n'a rien du tout, on n'a que les mesures de prévention. Moi, je pose la question, c'est juste une question. OK, les mesures de prévention, c'est excellent, c'est très bien, tout le monde devrait les faire, mais est-ce que aussi on ne devrait pas se focaliser aussi en plus de cela sur la santé de l'individu? Exemple, Covid-19, système immunitaire, microbiote. C'est ce que d'ailleurs on avait fait, où on avait publié, moi et d'autres collègues de la SOFNA et d'autres collègues internationaux, l'étude sur le Covid-19. C'est une revue de la littérature qui a été publiée. Alors, on trouve beaucoup de revues de la littérature par rapport au Covid-19 parce qu'on n'a pas beaucoup de données scientifiques et les expérimentations sont assez compliquées à faire, etc. Donc, il faut avoir des moyens, etc. Donc, c'est une étude, c'est une revue de la littérature qui a, je parle de la première parce qu'il y a eu une deuxième étude sur uniquement les micronutriments. Donc, la première étude où on étudie la stratégie individuelle, que ce soit par rapport au traitement ou par rapport à la prévention. Donc là, on avait mis des médicaments potentiels, des micronutriments qui pourraient aider à prévenir le Covid-19, des polyphénols. On avait parlé des facteurs de risque comme le stress, comme par exemple le microbiote. Et on avait mis vers la fin un tout petit paragraphe sur les vaccins, comme quoi il n'y a pas de vaccin. Et donc, c'est une stratégie globale. Et donc, je pense que dans l'avenir, la médecine devrait s'orienter vers ce genre de stratégie-là. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontière entre médicaments, compléments, microbiote, facteurs de risque, etc. Donc, c'est une stratégie globale. Et donc, ça fait réfléchir d'un autre sens. Donc, par rapport à la thérapeutique et la prise en charge des patients, donc dans ce sens-là, et puis par rapport aussi à la méthodologie de la recherche, dans le sens que j'avais évoqué par rapport aux essais cliniques contrôlés, randomisés, etc.